Bonjour, bienvenue sur les podcasts de l'UPP. On a le plaisir de recevoir en entretien trois photographes, Louise Zoligny, Lizzie Sadin et Aglaé Bory. Trois regards particuliers qui témoignent d'un engagement auprès de femmes et d'hommes en souffrance. Au-delà du document, la photographie peut-elle réparer? Peut-elle faire soin? Si oui, comment? Bonjour Louise. Bonjour. Alors Louise, vous êtes canadienne, vous vivez en France depuis 1989, photographe indépendante, vous travaillez en commande pour la presse nationale et internationale. De la ruralité aux cités, vous documentez nos modes de vie à travers la photographie, mais aussi la vidéo. Vous créez des dispositifs culturels de lien social, comme cette installation nomade Carrefour de l'amour à Créteil en 2017, ou ce travail de photos et de vidéos avec les enfants de l'école Camus de Créteil. Quand je serai grand, j'aurai été petit. La musique a une place importante dans votre vie, comme en témoigne ce premier cycle d'études au Paris College of Music en 2019 et cette exposition du saxophoniste Archie Shepp en 2015. Dans le cadre de Banlieue Bleue et de leurs actions culturelles, vous êtes en résidence depuis 3 ans à la Maison des femmes de Saint-Denis, créée par la gynécologue Rata Hatem, avec Clémentine Dupont-Avis, dessinatrice, créatrice de bijoux. Vous avez initié des ateliers où vous accueillez des femmes victimes de violences. Je vais quand même faire quand même un petit éclaircissement. C'est pas par le biais de Banlieue Bleue qu'on est en résidence. C'est nous qui étions à la Maison des femmes qui avons invité Banlieue Bleue à participer l'année dernière à nos ateliers pour donner une dimension en plus avec la musique. Très bien. Alors justement, Louise, c'est une bonne précision. Comment est né ce projet? Comment ça s'est passé? Moi, j'avais rencontré Rada Atem, qui est la fondatrice de la Maison des femmes, au tout début. La Maison des femmes n'était même pas ouverte pour un reportage. J'avais trouvé le projet extrêmement intéressant et j'avais eu envie de faire alors là, pas un reportage, mais un travail vraiment plus de création, de regard sur le corps des femmes. Je trouvais ça intéressant de photographier des parties du corps des femmes avec toutes ces femmes qui avaient en commun d'avoir été victimes de violences. Pas Mhm. nécessairement pour montrer des bleus, des plaies ou quoi que ce soit, juste pour rappeler que, alors le projet s'appelait Pour la suite du monde, pour rappeler que ben, c'était les femmes qui mettaient les enfants au monde et que malgré tous les mauvais traitements qu'elles pouvaient subir sur la planète, hein, c'est 50% de l'humanité, c'est pas le 50% de l'humanité le mieux traité. Donc, j'avais l'idée de faire ce projet, qui était plus un projet de recherche personnelle photographique. Mhm. Et pour pouvoir être en contact avec les femmes, j'ai commencé, quand la Maison des femmes s'est ouverte, à aller dans un atelier. Et à l'époque, il y avait Clémentine Dupont-Avis qui avait une compagnie de bijoux Mhm. et qui allait, elle, la même chose, elle avait été en contact avec la Maison des femmes parce qu'elle a fait une exposition de dessin. Maintenant, elle est autrice et dessinatrice. Mhm. Mais comme elle avait eu une compagnie de bijoux et un savoir-faire pendant longtemps, elle a donné des ateliers, mais de façon très sporadique, de bijoux, auxquels j'avais assisté. Et c'est vrai que j'avais eu un coup de foudre à la fois pour Clémentine, à la fois pour les femmes qui étaient là. Il s'était passé des choses au niveau de la parole vraiment très, très importantes. Mhm. Donc, je suis retournée une deuxième fois et après, c'est vrai qu'il y avait cette idée de faire des photos des corps et je me suis dit, mais ce serait pas mal d'apporter aussi quelque chose. Donc, moi et Clémentine, on a réfléchi par Mhm. rapport aux femmes qu'on avait un peu connues, par rapport au lieu, Mhm. faire un atelier qui mettrait nos compétences en commun. Donc, on a eu l'idée que j'installais un petit studio photo, que les femmes venaient, elles se faisaient un bijou, que c'est un prétexte pour les photographier avec leurs bijoux. Donc, moi, je les Mhm. faisais une photo, je leur emmène un tirage à quatre et à partir de cette photo, elles se redessinent. C'est-à-dire que Clémentine, qui est dessinatrice, donc les aide avec des calques pour ne pas les mettre en difficulté et elles se redessinent et c'est une façon de se réinventer, de se regarder, de reprendre confiance en elles et d'être photographiées, vraiment d'être regardées, de prendre conscience qu'elles existent, qu'elles sont vues, qu'elles sont, on n'est pas dans le d'être entendues, mais en tout cas d'être regardées.
Et donc l'aventure a commencé comme ça. Je pense que c'est la 4e année cette année et truc qu'on tout simple et a quand même apporté, je sais pas si on veut parler de succès, mais en tout cas, je pense que les femmes ont retrouvé quelque chose qui leur faisait vraiment du bien au niveau de l'estime d'elles-mêmes Mmh. et voilà. Donc on en est à notre 4e année et on a, vraiment beaucoup, beaucoup de femmes qui passent devant ma caméra, si je peux dire. Hem et en fait, si je comprends bien, vous vous inscrivez toutes les 2 dans un parcours de soins? C'est un des ateliers de la maison, des femmes de Saint-Denis? Oui, ça a commencé comme un peu un atelier, alors nous, moi et Clémentine, on a toujours fait très attention à ne pas jouer les apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'on n'est pas, psychologue et on n'est certainement pas art thérapeute. On se définit vraiment comme 2 artistes ayant Mmh. des compétences, différentes, Mmh. auxquelles on met notre art au service, si on peut dire, tu vois, du bien-être de ces femmes. Mmh. Heu, alors effectivement, elle crée en dessinant. Alors c'est sûr que la photo, elle crée pas en faisant les photos, parce que c'est moi qui les fais et c'est à partir des photos qu'elles peuvent se réinventer. Mais c'est effectivement une autre façon d'aborder la photo, ouais. Parce que pour une fois, je ne fais pas les photos, alors là, je fais un gros, gros raccourci. Je ne veux vexer aucun photographe en disant ça parce que c'est pas si simple. Mais je ne fais pas les photos pour moi. Je ne fais pas les photos pour la presse, je ne fais pas les photos pour un expo, je ne fais pas les photos pour signer. Je fais des photos qui souvent, je n'ai même pas l'autorisation de les montrer parce qu'il y a des femmes dans différentes situations de violence et donc, Mmh. entre autres, certaines qui sont en protection. Donc, Bien sûr. il y Ouais. a question de montrer leurs photos, de dire qu'elles ont été là ou quoi que ce soit. Et puis aussi par rapport à un parcours de reconstruction. Donc, effectivement, c'est vraiment mettre la photo au service, euh, effectivement, d'un parcours de soins quelque part. Tu vois? Et Mmh. c'est qu'on s'est rendu compte avec l'équipe que ce n'était pas si anodin que ça, en fait. Et du coup, maintenant, on est vraiment intégré dans le parcours de soins, c'est-à-dire que c'est une prescription médicale de venir à notre atelier. C'est les soignants qui indiquent aux femmes de venir ou partir. Bon, après, elles peuvent venir ou pas, hein, elles ne sont pas obligées à rien, mais qu'on leur propose nos ateliers, oui, qui font partie du parcours de reconstruction des femmes. Oui, parce que donc, être regardé, par vous, c'est de toute manière, c'est réapprendre à se regarder aussi, à prendre, à reprendre le contrôle, des choses, à reprendre conscience, à se vous les révélez enfin, vous les révélez d'une certaine manière et vous leur dites et vous leur redonnez confiance et plein d'autres choses aussi, j'imagine? Ben, je vais parler de la photo parce qu'on parle de photo, parce qu'il y a tout l'aspect du dessin aussi, Mmh. où elles se redessinent en se mettant des couronnes, en changeant leur couleur de cheveux, en mettant des choses autour d'elles, elles brodent, elles font tout un travail aussi très sur l'aspect visuel après. Donc, Mmh. voilà, qui est assez formidable. Mais là, on parle de photo, j'ai parlé de la photo. Effectivement, moi, ça me pose beaucoup de questions parce que ça fait longtemps que je suis photographe, que j'ai été beaucoup dans les quartiers ou dans des lieux avec l'idée de témoigner. Mmh. Je pose beaucoup de questions, peut-être parce que je suis une pure photographe de presse sur l'état de la presse actuelle et sur le sens que ça a d'aller dans l'intimité des gens, de Mmh. photographier avec ce que ça implique pour après, ben, pas toujours avoir des débouchés pour montrer les photos ou les Mmh. montrer dans des galeries ou voilà, c'est quelque chose qui, moi, hein, juste moi, c'est mes questionnements à moi personnels, Bien sûr. qui me tarabiscotent, tu vois. Mmh mh. Mmh Et, mh. et c'est vrai que tout à coup, je me rends compte que c'est bien malheureux qu'on essaie d'exclure la photo de notre vision culturelle, politique, parce que c'est un peu ça, hein, quand les journaux maintenant font affaire qu'à des photos d'agence ou d'images banques, parce que je me rends compte vraiment de la puissance de la photo. Qui est effectivement un être humain qui regarde un autre être humain, qui livre quelque chose
y a vraiment quelque chose d'un peu magique, vraiment, tu vois. Mmh. Alors, Mmh. effectivement, quand je dis faire les photos aux femmes, ça m'a pris un certain temps de trouver la bonne éclairage, et maintenant je les maquille. Mmh. Parce que ce n'est pas que faire une photo d'elle, c'est-à-dire que la photo, elle est vraiment pas réaliste parce qu'il y a des femmes quand même assez abîmées. L'idée n'est pas de se arriver avec une photo en disant je suis désolée, madame, mais que voulez-vous? Vous êtes Mmh. abîmée, vous avez l'air abîmée. Mmh. Mmh. C'est Mmh. quand même de prendre cette femme et pendant les 10-15 minutes que j'ai avec elle pour la prendre en photo, d'essayer, moi, de voir ce que cette femme a d'extraordinaire. Et elles ont toutes quelque chose d'extraordinaire finalement, parce que déjà, c'est des survivantes, c'est des Mmh. combattantes, c'est des Bien femmes sûr. qui ont un parcours extraordinaire. Et mon rôle, c'est de voir ça chez elles Mmh. et de pouvoir le montrer dans une image. C'est sûr. Ouais. Voilà, donc Ouais. c'est un travail assez, particulier et quand j'arrive la semaine d'après avec, les photos, et beh, j'ai tout le moment où la femme reçoit ces images-là, se regarde, Mmh. je l'ai regardée, j'ai capté quelque chose d'elle que j'ai choisi, parce Mmh. que aussi dans le choix d'images, dans l'editing, que je leur redonne. Donc, parfois, par exemple, il y a des femmes qui, parce que j'ai fait une photo où elles rient, elles ont l'air joyeuses, c'est très dur pour elles. Parce qu'elles sont Mmh. tellement dans une période difficile qu'elles ont du mal à s'imaginer qu'il puisse encore rester un peu de cette joie chez elles. Et c'est presque violent, parce qu'ils disent, voilà, c'est presque violent de voir ça. Mais en Mmh. même temps, ça leur dit, tiens, tout n'a pas été volé ou tout n'a pas été pillé. Mmh. Ouais, ou effacer, Ouais, ou effacé. mmh. Moi, j'ai Mmh. des choses très belles, hein. Une femme, par exemple, qui regardait les photos et qui tout à coup se met à pleurer et qui dit je n'avais jamais vu que j'avais les yeux noisettes. Ça Ouais. a l'air simple, mais voilà, tu vois. À un moment donné, il y en a une, parce que des fois, alors, il y a des femmes qui viennent depuis très longtemps Mmh. parce qu'on a un parcours, donc je les photographie des fois quand elles arrivent, et puis un an plus tard, donc elles ont aussi, entre-temps, des photos qui ont été prises de façon régulière. Et une fois, il y a une femme qui pleurait, il y en a une, a dit, mais non, mais arrête de pleurer, regarde, on peut s'en sortir. Et elle a étalé les photos, en disant, mais Mmh. regarde de quoi j'avais l'air quand je suis arrivée, et regarde maintenant. Donc, du coup, tout à coup, elle avait comme son histoire de Mmh. elle en portrait. Et puis le fait de se voir aussi, ça les oblige ben, à réaliser que la façon qu'elles sont habillées, qu'elles sont coiffées, Mmh. qu'elles se mettent en scène est vue par quelqu'un d'autre. Parce que des fois, elles ont presque oublié leur existence. Donc, ça les réincarne aussi. Mmh. Et puis là, par exemple, dans les jolies histoires, il y en a une, j'ai donné une photo à l'époque de Noël et elle aussi, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, mais je ne pouvais pas avoir plus beau cadeau. Elle dit, je me regarde et je me trouve belle. Donc, mais on a aussi parfois aussi le contraire, des femmes pour qui c'est violent, tu vois. Qui disent, Mmh. oh mon Dieu, j'ai perdu des plumes dans la bataille, tu vois, et tout à coup, elle le voit, tu vois. Ouais. Ouais. Et aussi, je ne fais pas de miracle là non plus, hein, donc, mais oui, ça a une puissance, une vraie puissance, je trouve. Et ça redonne vraiment un sens au fait de faire de la photo. Vous pensez que vous êtes presque plus utile à ce moment-là, dans votre pratique, actuelle, que ce que vous avez fait auparavant, qui était traité d'une manière plus photojournalistique? Non, je dirais pas ça. Je pense qu'à chaque étape, les choses avaient du sens aussi Mmh. aux époques. Mais ouais, je me suis souvent posé la question. Je me dis, mais ces femmes-là, maintenant, j'ai un lien quand même assez intime avec elles. Mmh. Si je les suivrais dans les foyers où elles sont, chez la police, je ferai un reportage sur elles, hein, je dis, Mmh. Mmh. en situation de femmes, mais dans leurs hôtels, elles dans la rue, en train d'appeler le 15. Et tout à coup, oui, moi, j'ai du mal à trouver du sens à ça.
Oui, voilà, Ça c'est ça. veut dire qu'un autre photographe qui le ferait ne donnerait pas du sens et ne le ferait pas de façon extraordinaire. Moi, pour moi, je pense que ce serait difficile. Justement parce que l'intimité que j'ai avec elle, elle est différente. Elle est différente. La photo est utilisée d'une autre façon. Combien de temps, en général, elles restent, dans cette maison? Est-ce qu'elles vont plusieurs mois? Parfois, plus d C'est-à-dire que alors je vais parler de la Maison des femmes, que ce soit clair ce que c'est un service hospitalier. C'est Oui. un service hospitalier lié à l'hôpital de La Fontaine Mmh. qui s'occupe des femmes victimes de violences. Mmh. Trois axes. Donc, ils ont un des axes, c'est l'excision. Donc, la prise en charge du traumatisme de l'excision, voire de la reconstruction. Ils ont Mmh. un familial qui est comme un peu un planning familial, les jeunes filles qui ont l'avortement ou qui cherchent les moyens de contraception, des choses comme ça. Et ils ont un troisième pôle qui est la violence physique. Donc, c'est un endroit où on s'occupe de femmes qui ont été victimes d'inceste, de femmes qui ont été violées, de femmes qui sont prises dans des problématiques de violence conjugale. Mmh. Il y en a des femmes migrantes, c'est Saint-Denis dans le 93, donc il y a beaucoup de femmes migrantes mais qui ont beaucoup, ah, ne vient pas les femmes migrantes à la maison des femmes. Vient à la maison des femmes les femmes migrantes qui ont été excisées, qui ont des problèmes physiques avec leur excision ou Mmh. qui sont là pour protéger leurs filles. Il faut voir qu'il y a des femmes qui partent enceintes parce qu'elles sachent que c'est une petite fille et que la famille va vouloir les faire exciser. Donc, elles partent Mmh. là pour protéger leur enfant. Donc, c'est aussi des femmes qu'on voit. Comment tu vas pouvoir continuer à la montrer? Est-ce qu'il y a éventuellement, peut-être même si toutes les femmes ne peuvent pas évidemment, être dans on peut pas toutes les montrer, et elles ont encore besoin, parfois certaines, d'être cachées. Tu souhaiterais peut-être en faire un livre, ou qu'est-ce que tu Ben, c'est-à-dire que ma série que je voulais faire sur le corps, je l'ai quand même réalisée. oui, Ça, si vous voulez voir les photos, je t'en enverrai. c'est celle qui c'est sur le site web de Acte 18? C'est ce que j'ai. Oui, voilà, Ah, exactement. d'accord, OK. Ouais, ouais, très bien. Ça, j'ai vu cette série-là. On a uniquement des parties du corps, des épaules, des dos, des nuques, oui, tout à fait, ça j'ai vu, oui. Puis sinon, on prépare un livre avec Clémentine d'édition Thierry Marchais il va y avoir des témoignages de femmes. On a fait 6 témoignages de femmes et des témoignages d'une dizaine de pages, vraiment, elles racontent leur histoire avec Mmh. des avec des histoires différentes, soit des histoires d'inceste, soit des histoires de migration, soit des histoires de viol. Donc, des histoires différentes qui peuvent représenter un peu le panel, si je peux dire, ça comme ça, de ce qu'on peut rencontrer. On a aussi écrit un texte pour raconter notre histoire, ce qu'on a vécu, nous, à travers les 3 ans de la Maison des femmes. Et Mmh. puis, on a les dessins des femmes et les portraits des femmes. Donc, les femmes qui. Donc, ce livre a été très long à faire parce qu'on a eu l'idée il y a 3 ans. Donc, on a mené presque 4 ans d'atelier. Mmh. On en a beaucoup parlé, ça s'est fait avec elle. C'est vrai que les photos des femmes qui sont dans le livre, c'est des femmes qui viennent depuis longtemps, qui ont aussi participé au projet de Banlieue Bleue, qui était de faire de la musique, les faire chanter. Donc, c'est des femmes qui sont vraiment actives dans l'atelier et qui, elles, sont d'accord pour qu'on les voit, pour qu'on les reconnaisse. Et donc, du coup, on va avoir ce livre qui va être comme ça, un mélange de témoignages, de les photos que j'ai fait sur les corps et des portraits des femmes et surtout des dessins qu'elles ont faits. Ah, très bien, donc ce sera assez complet. Est-ce que la recherche de financement a été compliquée, sur ce projet? Ou, ou au contraire, il y a eu de l'intérêt au-delà évidemment de tes connaissances et des gens qui t'entourent, avec lesquels tu travailles, mais tu as senti qu'il y avait évidemment, que c'était un sujet auquel les gens étaient intéressés, ou
que les gens ne voulaient pas forcément regarder? Bah, c'est-à-dire que même le fonctionnement de la Maison des femmes est beaucoup basé sur les dons. Mhm, Il y a un mhm, tiers du budget qui prend par l'État. Alors là, peut-être que je dis des bêtises, ce sera vérifié, mais je pense qu'il y a un tiers du budget qui est pris par l'État. Il y a un tiers du budget qui est le fonctionnement hospitalier. Voilà, mhm. on a un appartement, c'est tant. Donc, et un autre tiers du budget qui est fait par les dons. D'accord. C'est vrai que nous, pour notre atelier, on doit, nous, aller chercher à chaque année des sous pour financer notre atelier. Donc là, maintenant, la quatrième année, ça roule. Donc effectivement, la ville de Saint-Denis, la région nous aide quasi systématiquement. On a de l'aide un petit peu de certains programmes du ministère des Femmes. Mais à chaque fois, c'est à regarder les appels. Vous savez, les fondations, ils font Oui. des appels à projets. Mhm, mhm. Donc, de répondre aux appels à projets, de présenter ce qu'on fait. Et, en tout cas, là, c'est la quatrième année, on est toujours là. Donc, Oui, quelle énergie et quel engagement. Euh, au, Au-delà de votre travail, voilà, donc avec la Maison des Femmes, Louise, vous faites de la photo depuis pas mal de temps. Quel regard vous portez sur peut-être le photojournalisme ou son évolution et puis la manière de travailler et comment on considère la photographie aujourd'hui? oh mon Dieu. C'est une sacrée question, oui, je sais. Euh, Parce que vous avez fait, Louise, vous avez fait beaucoup de choses. Donc, je disais de la ruralité aux cités. On connaît vos photographies, c'était des doubles pages dans VSD. Il y a eu vous avez fait, énormément travaillé. Comment ça évolue? Comment est-ce que c'est parfois plus facile, plus difficile? Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours votre appareil photo à l'œil, que vous le portez à l'œil? J'avais plutôt à l'œil, hein, gentiment. J'ai plus des trucs, j'ai plus l'impression d'envie, en tout cas, d'aller vers des choses un peu plus artistiques. Toi, pendant le confinement, j'avais fait pour Mediapart une série qui s'appelait Une forêt dans mon jardin. Ouais. Photographier ce qui poussait dans mon jardin, comme si j'étais en pleine forêt pour découvrir. Mhm. Les dernières séries de photos, j'ai fait une série que j'appelais des moments d'extase, où là, je ne faisais même pas de mon appareil photo, c'était avec mon téléphone. Et quand Mhm. il y avait des moments de choses, tu vois, tout d'un coup, je me sentais spécialement heureuse, je faisais une photo. Tu vois, Mhm. pour Ok. voir ce qu'il Ouais. y avait, donc j'ai fait tout un travail comme ça. Honnêtement, pour ce qui est de la photo de presse, la photo de documentaire, moi, je parle de moi, Bien sûr. mal de donner du sens parce que je ne sais pas où je pourrais publier mes photos. Voilà, tout simplement. Je veux dire, honnêtement, travailler, si je veux donner un travail de fond, comme des travaux que j'ai pu faire, de travailler 3 4 ans sur un projet pour le voir publié nulle part, tu vois, je Mm. sais tellement ce que ça sert. Puis c'est un engagement personnel, c'est un Bien sûr. engagement. Moi, comme j'ai fait beaucoup de choses sociales, Mm. c'est un engagement des gens. Tu vois, c'est un peu un contrat qu'on fait avec eux. Donc maintenant, j'ai l'impression que je ne pourrais pas honorer ce contrat-là. Alors, d'où mon travail à Créteil ou sur des projets comme ça que j'ai fait avec les gens. On faisait les choses ensemble, les choses étaient projetées ensemble, étaient présentées et ils venaient. J'avais l'impression d'être honnête dans mon contrat. Oui, De je comprends. repartir sur bon, je reprends l'exemple que j'ai donné, hein, de suivre les femmes, d'aller les faire chez elles, dans leurs hôtels, de montrer leur errance ou en tout cas leurs difficultés. Mm. J'ai l'impression que je pourrais pas remplir mon contrat. Voilà. Tu vois, voilà, je me vois mal après. Je sais pas. Ouais, ouais. Moi, j'aurais, en tout cas, moi, de la façon que j'établissais la relation avec ce que je faisais, mais peut-être aussi que je coupe trop les cheveux en quatre, que j'ai eu trop de susceptibilité ou de peur de trop montrer des photos pour protéger les gens.
et qu'au bout du compte, peut-être cela faisait que je réussissais à faire certaines photos très intimes, mais je me suis moi-même souvent mis des limites qui étaient peut-être pas toujours justifiées, tu vois? Mmh. Pour vouloir publier certaines photos parce que je les trouvais trop intimes si on me les demandait pour parler d'un autre sujet. Tu vois, par exemple, Mmh. j'avais des photos dans un quartier, si on me demandait pour illustrer ce quartier-là de prendre certaines photos de gens chez eux dans une intimité, je voyais pas tellement le lien, donc je refusais. Certains journaux, j'ai refusé de faire de travailler dans des quartiers que je connaissais bien, parce que j'étais Mmh. pas d'accord avec leur orientation politique. Donc, j'avais pas envie de retourner demander à des gens que moi je connaissais d'être pris en photo ou en tout cas de profiter de liens que j'avais développés pour après me ramasser avec des articles Bien sûr. qui représenteraient des idées politiques, sociales qui n'étaient pas les miennes. Donc, Mmh. je trouve que c'est très, très compliqué. Et à partir du moment où la photo ne vaut plus rien, parce que c'est un peu ça, le photographe ne vaut plus grand-chose non plus. Donc, finalement, on est moins moteur. Voilà, il reste Mmh. encore des courageux, mais je pense à quelques-uns. Il reste quand même heureusement des courageux qui se lancent dans des projets et tant mieux, mais je pense que je suis pas certaine que j'aurai encore l'énergie pour ça. Pour la photo de presse, hein, je parle. J'entends, ouais, ouais, tout à fait, tout Mmh. à fait. Mmh. OK, merci beaucoup, Louise, Oligny, de nous avoir, reçus, et puis Bon, bah, on tu a sais, pu en même temps, pour les jeunes ou qui veulent continuer, pour ceux qui ont encore la foi, il faut pas écouter une vieille aigrie comme moi parce que je pense que quand on est dans sa vérité, on arrive toujours à faire les choses et puis que c'est c'est ce que je dis a peut-être un petit peu de tristesse parce que j'ai tellement et j'aime tellement la photo. Mais je pense que la photo a quelque chose à dire, mais si on est bouche cousue, c'est un peu dommage parce que je pense vraiment à la force de l'image. Mais voilà, je pense que ceux qui ont envie et que c'est le sens pour eux dans leur vie, allez-y, allez-y. On aura toujours besoin de, de photographes. Je dis bien de photographes, pas juste d'images. On aura toujours besoin de photographes. absolument, ça c'est sûr, et on regardera aussi, votre engagement, et votre sens de l'éthique, aussi. Merci beaucoup, Louise Oligny, de nous avoir, reçus, et puis, ben, à très bientôt à l'UPP. Merci beaucoup. Ok, merci. Bye. Bonjour Lizzie Sadin. Bonjour. Lizzie Sadin, je me permets de vous présenter. Vous êtes journaliste photoreporter, autodidacte. Vous décidez d'être photographe en 1992. Auparavant, vous avez été éducatrice, animatrice, formatrice auprès de populations défavorisées pendant une dizaine d'années. Vous avez successivement collaboré avec l'agence RAFO à vos débuts, puis l'agence Editing, et aujourd'hui vous êtes distribué par Polaris New York. Vos reportages sont un travail de fond et interrogent le plus souvent les droits humains, la violence faite aux femmes et aux enfants, et les extrémismes politiques et religieux. Vous collaborez avec de nombreux magazines français et étrangers. Vous avez reçu de nombreux prix, comme en 1998, vous êtes lauréate du prix CARE international du reportage humanitaire. 2007, lauréate du Visa d'Or magazine au Festival Visa pour l'image. 2010, lauréate du prix Pierre et Alexandra Boula et lauréate du prix Carmignac du photojournalisme en 2017. Vous collaborez régulièrement pour des organisations humanitaires comme Human Rights Watch, l'UNICEF, Terre des Hommes ou Médecins du Monde. Lizzie, vous êtes de ces photographes dont le temps long est un allié précieux. Je prends comme exemple votre série Mineurs en peine de 1999 à 2007, un immense reportage sur 4 continents, 12 pays, 69 prisons, un Visadan en 2007. Je crois que c'est un reportage qui, dans votre carrière, auquel vous attachez beaucoup d'importance, non? Beaucoup d'importance parce qu'il m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps, de travail de contact, d'enquête, d'émotions, de rencontres.
Ça a été quand même 8 années de démarche, en effet, comme vous le disiez, dans beaucoup de pays, dans une cinquantaine de pays, je ne me souviens plus très bien, mais c'est dans cet ordre-là. Mmh. Et au final, pour arriver à aller dans 12 pays sur tous les continents sauf l'Australie et, et rencontrer des dizaines, des centaines de jeunes, garçons et filles, derrière les barreaux, dans des bagnes, dans des colonies pénitentiaires, etc. Et on n'en sort pas indemne. Ça a été très, 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 très prenant pour le réaliser et ça a été émotivement fort. Mmh. Oui, oui, Fort, fort, j'imagine, voilà, j'imagine, ouais. fort aussi, oui, en effet. Et comment vous avez pu, c'est financer au fur et à mesure pendant ces années ce reportage? Évidemment en le vendant, mais en vendant à l'avance, en ayant des garanties? Il y en a plus beaucoup. Il y en avait à l'époque, mais des garanties, il n'y en a plus beaucoup. Oui, déjà, je ne savais pas que j'allais partir sur 8 années de travail. Je reviens juste un tout petit peu en arrière. Bien sûr. J'ai commencé par la Russie, Mmh. où en effet j'ai attendu pendant 9 mois pour atteindre ces prisons et ça a été très 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 long pour finalement avoir qu'une heure et demie dans chacune des prisons dans lesquelles j'ai pu rentrer. Mmh. Et en fait, ensuite, bon, il se trouve qu'Amnesty International s'en est un petit peu, comment dire, pas emparé puisque je les ai offerts, mais les a utilisés pour faire des campagnes avec des cartes postales faites avec mes photos qui sont Mmh. envoyées à Poutine via l'écriture par des tas de collégiens de France, de Pays-Bas, de Belgique, etc. Et c'est là que je me suis dit, bah, si ma photo elle sert à améliorer les conditions de détention parce que suite à ça, il y a eu une amnistie de plein d'enfants, il y a eu des améliorations des conditions de détention, etc. Je me suis dit, je continue. Et je suis allée voir le BICE, le Bureau international catholique pour l'enfance, Mmh. qui avait eu vent de ça avec Amnesty International. Et ils m'ont demandé de partir pour le Brésil et le Cambodge. Et il y avait une autre photographe, Jérôme Guérini, qui était en lien aussi avec eux et elle a été envoyée en Estonie et au Congo. Et Mmh. il y a eu une campagne qui a été présidée par Robert Badinter et il y a eu un livre qui a été fait aussi au profit de ces enfants pour qu'ils aient une aide juridictionnelle. Bref, donc si vous voulez déjà, ces deux pays ont été financés par le BICE Mmh. et comme ça aider encore des enfants, je me suis dit, moi, je vais continuer du coup. Donc, j'ai fait en France et puis après en Colombie, Israël, Inde, Suisse, etc. Et il se trouve que là, j'ai eu le prix Yann Arthus Bertrand qui Mmh. s'appelait 3P, un prix pour les photographes par des photographes. Il s'agissait de Mmh. vendre des photos en vente aux enchères et ensuite avec l'argent qu'il a récolté, il a aidé 8 photographes et dont j'en étais une de ces 8 hein, et c'était 15 000 € si je me souviens bien et ça m'a Mmh. aidé à aller dans 3 pays encore et en allant en Inde par exemple, j'ai conjugué ce voyage avec donc les visites dans les prisons à Delhi avec un travail sur l'élimination des bébés filles en Inde Mmh. et en fait, si vous voulez, ça a été 8 années, mais en même temps entrecoupé d'autres sujets que je vendais, pour lesquels j'avais des parutions, donc des rentrées d'argent, donc des prix, des parutions, des commandes, des petites commandes, etc. C'est tout ça qui a fait le financement de ce travail. Je comprends. Qu'est-ce que vous avez trouvé de commun à tous ces lieux de détention, dans tous ces pays? Oh là là. Et la comment je pourrais vous dire ça? C'est, la détresse de ces enfants qui sont, emprisonnés pour des raisons qui sont plutôt économiques qu'autre chose. Ce sont des enfants Mmh. qui sont là pour des raisons de droit commun. Ce sont des enfants de la misère qui sont là parce qu'ils ont volé une baguette de pain ou une plante de riz, sur pied dans les Mmh mh. champs pour se Mmh. nourrir, ou ils ont volé un coq. Ce ne sont pas des criminels ou des grands bandits. Ce sont aussi, la les conditions difficiles de vie, le manque de nourriture, la promiscuité,
l'humiliation, les raquettes. euh, et, et, et en fait, il y a beaucoup de photos, quand on les regarde, d'un pays à l'autre, qui montrent les mêmes genres de scènes. Alors bien évidemment, il y a des pays comme en France où les enfants ont une chambre seule par rapport à un pays comme Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres du monde et où ils sont 30 dans une cellule, voilà, à Mhm. dormir sous des planches et les dominants dormant par-dessus. Mais c'est ce qui m'a choqué le plus, c'est en fait de voir que on demande à la prison, dans tous ces cas, Mhm. de faire œuvre de punition au lieu d'éduquer et de donner une alternative à l'emprisonnement et de donner de la réinsertion à ces jeunes, comme par exemple dans les bootcamps aux États-Unis et encore pire en Russie. Si vous Mhm. voulez, c'est plus là pour punir, pour brimer, pour opprimer, que pour éduquer. Ouais, les bootcamps, c'est vraiment impressionnant parce que les gardiens sont d'anciens militaires, donc évidemment, il y a une rigueur et on le voit hein, on verra sur les photos qui sont sur votre site, bien sûr, les prisonniers sont littéralement enchaînés, donc c'est c'est vraiment des situations de dégradation. Et en France, vous avez trouvé quelle situation, parce qu'on parle et on évoque souvent la situation pénitentiaire en France. On n'est pas mieux que les autres, non? Alors, si on est mieux que les autres quand Bon, même, tant mieux. parce qu'au niveau des conditions de détention, elles n'ont rien à voir parce que même si un enfant de 13 ans n'a rien à faire dans une prison, à mon sens, surtout quand ce sont pour des cas, comme je vous l'ai dit Mhm, précédemment, mhm, mais ils sont seuls dans leur cellule la plupart du temps. Ils peuvent avoir accès à des douches à leur faim. mhm, Ils ont des cours où ils apprennent à lire, ou ils ont des cours de tas de matières différentes. Quand je suis allée à Fleury-Mérogis, ils faisaient de l'escalade, ce qui est un peu paradoxal pour des d'accord. prisonniers. Ça m'avait un petit peu amusée, où ils apprenaient à grimper, très bien. Où ils jouent au foot dans la cour. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est formidable, mais compte tenu de ce que j'avais vu dans ces bootcamps et à, comment dire, à Madagascar, Ouais, en Arizona, au Texas, etc., c'est vrai que c'était très différent. Il y a un pays sur lequel je voudrais mm, témoigner, c'est mhm, La Colombie, oui. parce que, alors que c'est le pays quand même des narcotrafiquants, des gangs, etc., à l'époque où j'y étais, c'est quand même un pays qui n'a pas de code pénal pour les mineurs, qui considère que un mineur n'est pas responsable tant qu'il n'a pas 18 ans, et que c'est des institutions plutôt de rééducation pour eux qui doivent Mhm, être comment dire, proposées, et qu'on ne les lâche pas tant qu'on ne leur a pas trouvé un travail et un tuteur, avec des tuteurs de la famille ou de juges de la famille. Et alors, bien sûr, c'est pas tout rose parce que la surpopulation, comme dans beaucoup de pays, ça aussi c'est un point commun, euh, est très forte. mhm. Mais l'intention des ONG et de l'État à l'époque, là-bas, était quand même d'offrir une chance à ces enfants. Et bien souvent, ils trouvaient un travail quand ils avaient la chance d'être retenus par un employeur. Voilà. Très bien. On va continuer notre entretien. La violence faite aux femmes est une de vos préoccupations. Votre série Est-ce ainsi que les femmes vivent, réalisée entre 96 et 98 en France, en témoigne. En France, mais aussi au Népal, votre reportage Le Piège, qui Oui. évoque la traite des femmes au pays de l'Himalaya. Alors l'Himalaya, ou en tout cas le Népal, hein, c'est 29 millions d'habitants, 60 ethnies et castes différentes. Quel est le point de départ de ce reportage, Lizzie? Alors,
il se trouve qu'en effet, moi, depuis 25 ans que je fais des reportages, je m'intéresse aux droits humains et plus particulièrement aux droits des femmes qui sont encore plus euh, atteints, si vous voulez. Mmh, mmh. Donc, j'ai travaillé, comme vous l'avez dit, sur la violence conjugale, mais aussi sur l'élimination des petites filles en Inde, sur les mariages précoces, sur le tourisme sexuel sur les mineurs ou la traite des femmes dans différents pays. Et lorsque j'ai vu que le prix Carmignac, cette année-là, portait sur l'esclavage et la traite des femmes. Sur le moment, je me suis dit non, je ne vais pas postuler parce que j'aurais pas le temps, c'est trop difficile à montrer. Mmh. Et il se trouve que Joël Audy, qui travaillait à Paris Match et à Polka ensuite, m'a dit que tu as vu le thème de cette année, tu devrais postuler. Et elle m'a fortement incitée et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter et je vais le faire. Et j'avais plus que 24 heures ou 48 heures pour faire le dossier et je me suis mis à enquêter sur 4 pays et je Mmh. voulais proposer euh, la France, la Mauritanie, le Liban et le Népal. Mmh. Et là, quand on m'a appelé pour me dire que j'étais retenue pour être la lauréate, on m'a dit que ça serait à une condition, c'est de ne faire que le Népal parce que je n'aurais pas le temps de faire ces 4 pays, et que c'était un pays dans lequel on ne parlait pas. C'est un, comment dire, c'est un phénomène qui est massif et pluriel et en même temps qui est très méconnu à l'étranger et aussi beaucoup par les personnes elles-mêmes qui sont victimes. Donc, on m'a fortement invité à me concentrer sur ce pays et en fait, ils ont bien fait de me conseiller comme ça parce qu'il y avait déjà beaucoup à faire. Voilà. Tout à fait. Parce Ouais, que oui. c'est une véritable omerta dans ce pays et les femmes, les Népalaises, elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont trafiquées et tous les gens qui viennent pour faire du trekking au Népal ne savent pas ce qui se passe dans ce pays. C'est ça. Ça commence un peu, vous dites, avec le tremblement de terre de 2015, c'est quelque chose qui change la donne et que ça aggrave la vulnérabilité des femmes. Qu'est-ce que ce tremblement de terre, qu'est-ce qu'il a tout d'un coup engendré? Ah oui, alors en effet, c'est-à-dire que déjà, c'est un pays où la pauvreté est extrême, où 80% de la population est rurale, où les traditions culturelles sont discriminantes par nature envers les femmes. Bref, il y a déjà un contexte très difficile parce que là-bas, il y a aussi, les femmes sont, comment vous dire, les femmes sont sans mari sont bannies. Dès qu'elles ont un Mmh. enfant, elles sont abandonnées. C'est très, très difficile d'être une femme au Népal. Mmh. Et la le tremblement de terre a, démuni ces femmes parce que beaucoup d'hommes, de frères, de cousins et cetera sont morts dans le tremblement de terre. Elles se sont retrouvées seules à devoir assumer toutes les charges, économiques à ce moment-là et elles se Mmh. sont senties très vulnérabilisées avec aucun soutien familial et elles ont été ensuite la proie de trafiquants qui en ont profité pour errer dans les villages et leur proposer des, des choses euh, mirobolantes dans les pays du Golfe Mmh. et beaucoup sont tombés dans le piège. Oui, c'est ça, parce au tout début, les personnes qui viennent à leur rencontre leur proposent évidemment, je dirais, plutôt elles vont être formées, elles vont avoir un métier formidable. Ça, L'une d'elles, qui a une très belle robe, lui dit, voilà, si tu veux être habillée comme moi, je vais t'emmener là où c'est possible. Donc, il y a ce rêve qui est envoyé et dans lequel malheureusement elle tombe aussi. absolument. Et elle tombe donc dans ce piège qui a deux facettes, parce qu'il y a un trafic interne et un trafic externe. Donc, soit elle tombe dans la prostitution et les cabines-restaurants, les dance bars et tous ces lieux, ce qu'on appelle les red light districts, comme à Delhi, c'est-à-dire les quartiers un peu rouges, un peu chauds. Et environ 20 000 jeunes femmes et filles travaillent dans ces
ces établissements Mmh. de ce type, Mmh. la moitié d'entre elles est contrainte de se prostituer et un tiers est mineur quand même, c'est assez énorme. Mmh. Les autres sont envoyés dans des pays du Golfe pour travailler comme esclaves domestiques. Et là, la situation, elle est terrible parce que elles sont enfermées, on leur prend leurs papiers. euh, Chaque jour, elles doivent travailler 16 ou 20 heures par jour. Elles n'ont pas de lit où dormir. Elles sont violées par le maître de la maison. Euh, Elles n'ont plus de papier d'identité parce qu'on leur a confisqué. Elles ont peur d'aller voir la police. Et puis sans compter le fait qu'elles ne connaissent pas la langue, Mmh. elles ne connaissent rien de ce qu'on appelle par exemple un fer à repasser, un frigidaire, une plaque de cuisson. Beaucoup d'entre elles aussi ne connaissent pas l'eau courante, etc. Elles sont seules, isolées, très vulnérabilisées et exploitées. Et bien souvent, dans la plupart des cas, elles sont renvoyées au pays sans l'argent qu'elles auraient dû avoir. Donc des fois, elles ont travaillé 1 an, 2 ans, et puis elles rentrent chez elles sans un centime d'économie. Et beaucoup tombent enceintes par les viols répétés du maître de maison. Mmh. Et quand elles se plaignent auprès de la maîtresse de maison, elle lui dit mais tu n'as qu'à pas la guicher. Mmh. Et puis quand elles sont enceintes, elles n'ont pas le droit d'accoucher dans ces pays, donc Mmh. parce qu'on ne veut pas de leurs rejetons entre Mmh. guillemets. Mmh. Donc elles sont renvoyées quasiment manu militari à l'aéroport sans autre forme de procès. Enfin, et tous les jours, il y a 6 à 7 cercueils qui arrivent à l'aéroport de Katmandou. Alors, ce ne sont pas que des femmes, il y a des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont esclavagisés là-bas, dans ces pays du Golfe. Et Oui, les ouvriers notamment, beaucoup dans les constructions, en général des gratte-ciel, il y a absolument. ouais. Et donc, il y a dans votre, quand vous avez photographié toute la partie du trafic, on va dire celui qui est interne, donc, vous dites qu'il y a en fait plusieurs lieux, et je me suis aperçu qu'évidemment tout de suite, vous avez travaillé, en couleur, Oui, heu oui. c'est parce que là, le reportage qu'on évoquait avant, sur les mineurs, c'était un travail, en noir et blanc, et là, Celui sur les celui-ci est violences un conjugales en France, est ainsi que les femmes vivent, est en noir et blanc, et noir, et voilà. celui-là est en couleur. En fait, c'est pour une raison très simple, c'est que d'abord, c'est un pays où la couleur est très prédominante. Mmh mh. Mmh. Les habits sont colorés, les rues, enfin tout est coloré. Et je prenais des photos soit de jour, soit dans des lieux où il y avait de la couleur. Et je pense que comment vous dire? Ça s'y prêtait pour montrer, la réalité de ce que je voyais, alors que quand je travaillais sur les mineurs en peine dans les prisons, c'était un univers à la Dickens en noir et Mmh. blanc. Mmh. Tout était noir, tout était blanc et avec les yeux bleus des enfants, sinon tout le reste était quasiment en noir et blanc. Et sur la violence conjugale, c'était beaucoup la nuit, et je ne vou voilà, ça me permettait d'avoir une sensibilité à l'époque en argentique plus grande, en noir et blanc, et puis que la couleur n'apportait rien. Je voulais qu'on aille à l'essentiel, qu'on voilà. Alors que là, c'est un sujet que je voyais en couleur, heu, comme, quand je suis dans cette région du monde, comme quand j'ai travaillé sur l'élimination des petites filles en Inde, je l'ai Ouais. fait également en couleur parce que c'est c'est pas le même genre de travail. C'est un travail qui est fait dans un pays coloré, plutôt de jour, Mmh mh. où il y a beaucoup de lumière et où j'ai pas besoin de pousser comme en noir et blanc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Des conditions de travail, difficiles aussi parce que, vous avez parfois l'autorisation de travailler, mais vous parfois aussi, vous faites un travail, avec un appareil photo, dissimulé, je crois? Absolument. Oui, j'ai fait un peu, je dis en rigolant que j'ai fait un peu la Mata Hari. Heu, non, je rigole évidemment. C'est-à-dire que lorsque j'étais dans les dance bars surtout,
Mmh. Parce que dans les cabines restaurants, ça n'a pas été le cas. J'ai pris des photos avec l'accord, de la patronne, la maîtresse de comment dire? La patronne du cabine restaurant. Mais dans les dance bars, on est consommateur. On est assis, Mmh. on boit quelque chose, et des femmes se mettent à danser devant vous et surtout devant les hommes pour les aguicher, les pousser à boire et à consommer. Il y a même des simulacres, de viol, non? C'est ça, c'est Mmh. ça, c'est ça et ça, par exemple, cette scène-là que vous évoquez m'avait beaucoup choquée Mmh. et je suis allée demander ensuite, à l'homme qui est le patron du bar en lui disant: «Mais pourquoi vous avez fait ça?» J'avoue que je ne comprenais pas très bien Mmh mh. et il m'a dit: «C'est pour exciter les hommes, Mmh. pour qu'ils aient envie de, faire appel, aux femmes et qu'ils payent et qu'ils, consomment plus d'alcool». Voilà. Ça m'a laissé sans voix et donc j'ai pris des photos, le reste du temps quand j'étais dans le spa, on me disait: nos photos» quand je Mmh. sortais mon appareil. Mmh. J'ai dit: «Non, non, non, pas de photos, en effet, pas de photos». Je faisais comme si je regardais mes photos de touristes que j'aurais Mmh. pris dans la journée et j'essayais de prendre des photos un peu au jugé, Mmh. c'est-à-dire en faisant la mise au point comme je pouvais, en cadrant comme je pouvais et quelquefois je prenais derrière mon éventail, en cachant mon appareil, en m'éventant en même temps que j'appuyais avec, l'autre main. L'autre main, d'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Rita, 17 ans, quand on voit juste ses yeux marrons, Oh là là. heu, elle a non, c'est une des photos, assez, Rita, elle a 17 ans, elle est dans le quartier nord de Katmandou, et elle va réussir à être, c'est une des jeunes filles qui va réussir à être sauvée, Ah! C'est celle qui fait la couverture du livre? absolument, oui, oui, tout à Ah! fait, tout à Tout à fait, fait, tout à tout à fait. fait. Alors Rita, je l'ai rencontrée alors je vais essayer de mémoire d'essayer de vous donner les grandes lignes. Hem, Rita, je l'ai rencontrée dans un foyer d'accueil pour, jeunes filles, Mmh mh. et qui les protège, de comment dire? De représailles, de trafiquants. Elle a, été, contactée par, une soi-disant amie quand Mmh. elle était dans son village dans le nord, le nord ou l'est, nord-est de Katmandou Mmh. et une amie comme pour c'est le schéma traditionnel, Mmh. arrive avec des très beaux habits, avec Et des oui, bijoux c'est ça. et elle, Rita, lui dit: «Mais comment tu fais, alors que tu es pauvre d'habitude pour avoir tant de choses?» et elle lui dit: «Ah bah, c'est pas compliqué, si tu veux avoir la même chose que moi, il faut que tu viennes travailler comme moi, quelque part en Inde et puis tu vas gagner beaucoup d'argent et tu pourras aider ta famille et cetera». Donc elle demande comment il faut faire pour les papiers. On lui dit: «Ne t'inquiète pas, une femme va se présenter comme étant ta mère et tu n'as qu'à dire que tu es sa fille et puis c'est tout pour la frontière, ça se passera comme ça». Donc OK, elle passe la frontière, frontière où je suis allée d'ailleurs, pour, voir un peu comment ça se passait les contrôles. Mmh. Bon, je reviendrai dessus si vous voulez, mais Mmh mh. donc elle passe la frontière et puis à partir de ce moment-là, la soi-disant copine l'abandonne, à New Delhi dans un hôtel, devant un hôtel et elle lui dit, bah, voilà, celui qu'elle avait dit dont elle avait dit que ça serait son cousin qui l'aiderait, heu elle la laisse entre les mains de cet homme et elle s'en va. Mmh mh. Et cet homme l'enferme dans une chambre et lui dit, «Bah, maintenant tu vas travailler». Donc elle comprend pas de quoi il s'agit. Il lui lance des habits, heu, très dénudés et cetera Mmh. et il lui Mmh. dit, «Habille-toi comme ça et tu vas descendre dans la rue». Et là, elle comprend pas très bien et puis elle dit: «Mais non, j'ai pas prévu de faire ça» et il lui répond: «Mais dans ce cas-là, qui va te donner à manger?» Donc elle Mmh. reste pendant 3 jours sans manger dans sa chambre et au bout d'un moment, forcément, elle cède parce qu'elle se Mmh. retrouve seule dans un pays qu'elle connaît pas, et elle est obligée d'accepter. Et elle arrive un jour à, prendre, le téléphone d'un client, pendant qu'il ne la voit pas Mmh. et elle téléphone à sa mère et elle explique qu'elle est à Delhi
et sa mère déclenche, par le biais d'une ONG, voilà, elle informe que sa fille est prise là-bas, prisonnière, Mmh. et les polices népalaises, via Interpol, contactent la police indienne et réussissent à faire une descente parce qu'ils avaient vu un va-et-vient devant cet hôtel, un va-et-vient un peu louche parce que ça se passe pas toujours, c'est pas comme en France, heu, sur le trottoir, c'est des hommes qui sont arrêtés sur le trottoir pour leur proposer des femmes qui restent derrière les fenêtres. Mmh. Mmh. Voilà, D'accord, comme d'accord. des mouches charabia, vous voyez? Ouais, ouais. Bref, donc les policiers avaient remarqué ce petit jeu, ce petit manège, et ils rentrent, en force et puis ils sauvent, Rita, et là maintenant elle est dans ce foyer et elle me dit qu'elle veut maintenant, faire des études d'assistante sociale, psychologue assistante sociale pour aider des jeunes à ne pas tomber dans le piège comme elle. C'était ça, oui, oui, tout à fait. Toutes ces photos, on les retrouve dans votre livre, Le piège, hein, aux Mmh. éditions, Skira, il me semble. D'accord. Hem Sur notre thème, est-ce que une photographie peut réparer? Je me disais, l'ensemble de vos reportages, alors que les photos soient quand elles sont publiées, les victimes commencent à exprimer et à s'exprimer et à oser raconter leurs histoires et vous dites souvent elles n'avaient pas forcément conscience, elles étaient pas conscientes d'être victimes. Absolument. Elles, c'est tout d'un coup quand on leur explique, dans quelles conditions elles se sont retrouvées qu'elles découvrent un peu leur statut, je te dirais, de victime, alors elles pensaient juste être des travailleuses, du sexe, ce qui est déjà beaucoup. C'est ça, Alors, non? oui, c'est ça, et c'est ça en grande partie, oui, parce que, moi je pense que ce que vous avez dit, c'est, vrai en général. Mmh. Par exemple, en parlant des femmes victimes de violences et cetera, souvent, les femmes, n'ont pas tout de suite conscience d'être victimes parce qu'il y a une emprise, qui fait qu'elles pensent presque que c'est normal et qu'elles voient, des sœurs, des cousines, des voisines qui vivent la même chose qu'elles. En Mmh. l'occurrence, au Népal, heu, même quand, je leur, demande de manière la plus pudique possible: «Mais est-ce que ça te plaît? Est-ce que, tu es bien traitée? Est-ce que» elles elles me disent qu'en fait, elles elles ne sont elles ne sont pas, heu, elles ne se sentent pas victimes à proprement parler. Mais après, au bout d'un moment, elles vont après reconnaître que c'est pas tout à fait normal d'être battues, que, on ne leur paye, pas, leur salaire, que, elles doivent payer leur maquillage et leurs robes et que, elles ont du mal à nourrir leur enfant. Donc petit à petit, quand elles parlent, elles vont prendre conscience de ça. Mais de prime abord, elles vont vous dire: «Non, je ne suis pas», de toute façon, moi je leur dis pas: «Tu es, esclave» ou «Tu es victime de traite des êtres humains». Ça serait extrêmement violent de leur parler comme ça. Mmh Donc mh. je ne prononce jamais ces mots-là, mais disons que je sens à travers leurs mots que ça n'est pas quelque chose d'évident pour elles, que c'est quand elles vont en parler, qu'elles vont conscientiser, mettre à distance, que là, peut-être, elles vont en prendre conscience. Elles en ont conscience sans le verbaliser. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mmh mh. Mmh. Mmh. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, sent qu'il est exploité, en Europe ou chez nous, par son employeur, qui travaille, beaucoup, qui gagne pas assez et cetera. Il va le faire, et si vous en parlez avec lui, il va vous dire, «C'est injuste» et cetera. Mais tant qu'on va pas aller lui, demander d'exprimer avec des mots MOTS sur ces mots MAUX, il y Mmh. a, peut-être un décalage conscient ou inconscient qui fait qu'on ne veut pas voir peut-être. Mmh. Je rebondis sur le mot que vous avez prononcé, pudique. Vous détestez l'impudeur. L'impudeur, c'est ce qui quoi? C'est ce qui retient de ne pas pousser une porte de chambre, d'un cabine-bar, où c'est la frontière entre une intimité et l'indécence? C'est quoi l'impudeur? Si vous voulez, pour moi, l'impudeur, ça serait quand on va, trop loin entre, le témoignage, vouloir témoigner de ce qu'ils ou elles vivent,
et une indécence. Mmh mh. Et, et c'est aller trop loin entre le témoignage et le viol de leur intimité. Et j'essaye de rester juste avant en donnant à voir ce qu'ils ou elles vivent, d'aider les victimes en les sortant un peu de l'ombre. Je dis souvent que j'aime écrire avec la lumière, parce que photographier, c'est écrire avec la lumière pour les sortir de l'ombre. J'ai envie de les aider à leur faire prendre conscience que ce qu'ils ressentent comme étant conjoncturel pour eux-mêmes, c'est Mmh. quelque chose qui est structurel et que c'est un fait social. Et que du coup, par exemple, une femme battue, ça n'est pas elle seule qui est battue et qui est victime de ce qu'elle vit, Mmh. c'est elle fait partie d'un phénomène social, d'une violence de genre où des hommes se permettent de battre des femmes pour des raisons X et Y. Et au Népal, c'est pareil, ces enfants derrière les prisons, c'est pareil. Ce que j'aime, c'est heu, donner à voir pour montrer qu'elles ne sont pas seules à vivre ce qu'elles vivent et leur donner la force et le courage de dire non, de dire stop et de prendre la parole pour témoigner. Parce que quand j'ai commencé le sujet, par exemple, sur la violence conjugale, il y avait Mmh. 400 femmes qui mouraient chaque année sous les coups d'un conjoint violent. Mmh. Aujourd'hui, on parle de plus ou moins 150 femmes, ce qui est encore trop et énorme. Mmh. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, les oreilles se sont mises à écouter mieux, Mmh. la parole se délie, mais je pense qu'on écoute plus aussi. Et donc, ce qui me motive, c'est de œuvrer à cette prise de conscience et de donner la force aux victimes de continuer à aller de l'avant pour dire stop. Et donc, tant que je sens que je fais ça et que je ne dépasse pas cette frontière de l'atteinte à leur intimité, j'y vais. J'entends, j'entends. C'est certainement ça, une photographie, qui répare. Hem, Par rapport à votre phrase, à juste titre qui dit la photographie qui répare, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées m'ont dit avoir vu que des reportages sur la violence conjugale ou des reportages sur des sujets d'atteinte aux droits des femmes. Et en fait, ces photos, ces reportages les ont aidés à prendre conscience. Une fois où chez le coiffeur, une dame me dit, «Un jour, j'ai vu un reportage, dans Paris Match sur la violence conjugale et ça m'a aidé à prendre conscience, de ce que je vivais et puis je l'ai montré à ma belle-sœur, et ça nous a aidé à comprendre, que d'autres femmes vivent ça, même si nous le savions, mais ça permettait de voir que c'était dans le journal, donc mmh. d'autres le vivaient aussi. Et je lui ai dit modestement, je lui ai dit: «Madame, ce reportage dont vous parlez, il me semble que d'après la description que vous en faites des photos, c'est celui que j'ai fait moi». Et ça m'est arrivé quelques fois, Mmh. plusieurs fois, Mmh. sur plusieurs sujets. Et du coup, je me suis dit que la médiatisation qui est de plus en plus à l'œuvre maintenant, elle contribue vraiment à délier les langues, à ouvrir nos oreilles et à aider les victimes à se rendre compte que ce qu'elles vivent, est-ce ainsi que les femmes vivent, c'est vraiment, ce qu'elles vivent, en fait. Voilà. Absolument. Merci Lizzie. Alors Justement, alors je rebondis et vraiment pour terminer notre entretien, sur quel projet, travaillez-vous, en ce moment? alors justement, je me demande si je ne vais pas, reprendre, ce sujet sur la violence conjugale pendant quelques temps là, dans les mois qui viennent, parce que je voudrais voir, si les choses ont changé. Est-ce qu'elles sont mieux accueillies, mieux écoutées, mieux considérées? Est-ce que, l'évolution, dans pardon, dans les commissariats, dans, la police, les urgences médico-judiciaires et cetera. Est-ce que l'accueil est mieux? Est-ce que, Mmh. les choses ont changé en 25 ans, 26 ans? Parce que j'ai commencé en 1996, Mmh mh. au moment où on n'en parlait pas du tout. Mmh. Donc voilà, c'est une hypothèse et en même temps,
je me demande si je vais le faire parce que j'ai envie de faire d'autres choses et un petit fond de moi qui me dit, «Fais-le quand même» et puis peut-être rassembler les 2 travaux pour en faire un livre ou une expo avec ce temps entre les 2 pour voir si les choses ont évolué dans le bon sens. Très beau projet, Lizzie, très beau projet, vraiment. Merci. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. Et puis on se voit rapidement à l'UPP ou ailleurs. Merci beaucoup Lizzie. Avec plaisir, merci. Bonjour Aglaé. Bonjour Arnaud. Je vous présente, après des études d'art à l'université d'Aix-en-Provence et l'École nationale de la photographie d'art, vous êtes installé à Paris il y a 20 ans. Votre travail photographique se situe entre documentaire et fiction, autour de la figure humaine à travers le portrait, l'autoportrait et les paysages humains. Vous pratiquez une photographie en miroir qui interroge notre humanité. Vos séries sont souvent des conversations entre des figures et des lieux. Votre travail a été présenté dans de nombreux festivals et récompensé par plusieurs distinctions. Vous étiez du corpus de France Territoire Liquide en 2013. En 2019, vous faites partie des photographes sélectionnés pour la commande du CNAP Flux, une société en mouvement, avec votre projet Figure mobile. Lauréate 2020 du prix Caritas Photo Social, avec votre série réalisée au Havre en 2018. Vous êtes actuellement en résidence en Bretagne. L'association de festival photo Lagacilly a développé une résidence sur la thématique de la ruralité, dont vous êtes la première lauréate avec votre projet Les Horizons, cartographie des possibles. Aglaé, si vous le voulez bien, on va commencer par évoquer votre projet Odyssée. Forcément, Odyssée, c'est aussi Ulysse, l'impossible retour, en tout cas un voyage difficile et une arrivée incertaine. Odyssée, on est parti de, les premières questions, vous êtes parti de quoi? Ça a été quelles étaient les questions que vous vouliez vous poser et comment vous avez réussi à mener à bien ce projet? Alors en fait, j'ai travaillé en résidence au Havre. C'était une invitation du festival de littérature qui s'appelle Le Goût des autres, dont la thématique cette année, en 2018, cette année-là, était le voyage. Et forcément, dans le voyage, il y a l'exil. Et donc, Mhm, c'était aussi la première fois que le festival mettait en place une résidence photographique, parce que c'est quand même un festival de littérature. mhm, Et voilà, je devais produire en fait sur cette thématique de l'exil dans la ville du Havre un film photographique qui allait avoir une diffusion unique lors du festival en janvier 2018, accompagné de musiciens qui allaient jouer pendant la projection. Donc ça, c'est la commande qui m'est faite initial, du initialement. départ, voilà, ok. Exactement. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois au Havre en résidence avec des personnes exilées. Mhm, La plupart étaient véritablement des demandeurs d'asile, des gens qui attendaient donc une réponse administrative à leur demande d'asile mhm, en France. Il y avait aussi des personnes qui étaient régularisées, qui avaient leurs papiers, mais qui ont souhaité participer à ce projet. Parce qu'en fait, la ville du Havre, du coup, a mis en relation les services sociaux et puis les différents acteurs de l'aide sociale mhm, pour proposer aux gens en fait de participer à ce projet. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour moi. Ça a été tout à fait intéressant parce que les gens se sont manifestés pour participer et j'ai pris toutes les personnes qui se sont présentées. Je n'ai exclu personne et voilà. Donc j'ai travaillé avec les gens qui avaient eu cette curiosité et ce désir en fait de participer à un projet photographique mhm. sur le thème de l'exil. Voilà, donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois à suivre ces différentes personnes qui, pour la plupart, vivaient dans des centres d'hébergement, mais pas Mhm, seulement. Et ce titre Odyssée est venu assez vite parce qu'en fait, il fallait aussi d'une certaine façon que je fasse un lien avec la littérature, puisque c'est un mhm, festival de littérature qui m'invitait. Et notamment, comme vous le disiez, Odyssée, c'est l'histoire d'un retour qui n'en finit pas. mhm, Et le retour est vraiment enfin, l'idée centrale, la pensée, la réflexion centrale en fait des exilés, c'est-à-dire ce à quoi ils se raccrochent et qui est très ambivalent parce que pour les demandeurs d'asile, bien sûr, le retour est craint. Ils ont peur que l'administration française refuse leur demande d'asile et qu'ils soient renvoyés dans leur pays qu'ils ont quitté la plupart du temps parce qu'ils y étaient en danger. Donc le retour est craint et en même temps, il est
intimement souhaité et espéré dans un avenir plus lointain, puisque l'exil, c'est ça, c'est l'impossibilité quelque part de faire le deuil de son pays d'origine et la difficulté à se reconstruire dans un nouveau pays, et cette ambivalence en fait des émotions qui les traversent en permanence. Et c'est ça en fait c'est ça que j'ai eu envie de photographier. Mmh. C'est-à-dire une émotion invisible à l'œil nu. Et c'était un petit peu la difficulté du travail. En photographie, comment on fait pour montrer des choses invisibles à l'œil nu qui font partie de l'intériorité en fait de chacun. Et c'était mon ambition, essayer d'utiliser l'espace photographique comme un lieu pour recevoir ces émotions-là et pour qu'elles puissent s'y déployer. Oui, oui, bien sûr, parce que votre approche a été, une approche évidemment, c'est pas du tout une approche, on va dire classique, et c'est sûrement pas une approche, je vais dire, misérabilisme de ces personnes. C'est Oui, au contraire une proposition très poétique. Je pense que c'est ce qui alors c'est ce qui transparaît évidemment dans tout votre travail, mais particulièrement, là, il y a ces photographies qui sont elles fonctionnent un peu, elles sont souvent par 2. oui. Un portrait seul ne suffit pas. Ce que vous avez conçu, c'est vraiment une conversation, souvent entre un paysage qui évoque un sentiment Ouais, et puis un portrait, avec souvent un peu d'air autour, et vous leur ouais, avez laissé beaucoup d'air autour. ouais. C'est ça? On est dans cette Oui, direction-là? tout à fait, parce que c'est une sorte, moi, c'est quelque chose qui, au-delà de ce travail particulier, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de mes recherches en photographie, c'est-à-dire la, le lien nécessaire au monde, en fait. Et finalement, le paysage devient, dans mes photographies, un miroir ou un espace, en tout cas un lieu qui reçoit en fait ce qui se passe à l'intérieur, parce que pour photographier un sentiment ou une émotion, effectivement, il faut une deuxième image. C'est ce que dit d'ailleurs avec beaucoup d'intelligence, je trouve, Michel Poivert dans le texte qui accompagne le livre, Mmh. Odyssée. Et il parle aussi D'image de mentale, je crois, hein? voilà, et puis il parle aussi de ce que Romain Rolland appelait le Mmh. sentiment océanique, Mmh. c'est-à-dire aussi pour ces personnes-là qui sont déracinées, qui sont dans l'attente, c'est quand même ce besoin de faire partie d'un tout et de se reconnecter à cette intériorité qui est finalement leur espace de liberté aussi et d'existence qui est inaliénable, Mmh. et de s'en servir bien sûr comme une ressource puissante pour eux et pour leur continuer, et pour qu'ils puissent pardon, continuer à avancer, puisque dans l'exil, bien sûr, il y a l'accueil, hein, il est question de l'accueil, l'accueil dans un nouveau pays, mais il y a aussi, ce qui est questionné, c'est quand même la possibilité de se projeter dans un avenir. Et cette image, donc ces paysages que je photographie et qui souvent viennent en regard du portrait que je fais d'eux, permettent en fait aussi à ces personnes, même si c'est moi qui prends la photo et que c'est mon regard sur le paysage, c'est une façon quand même de leur offrir cet espace de liberté qui est souvent très malmené et parfois aussi terriblement réduit Mmh. dans la situation d'abord du danger de l'exil et puis ensuite de l'attente euh, de la régularisation. Tout à fait. Et est-ce que comment ça s'est passé, après? Est-ce que c'est je veux dire, ces personnes que vous avez photographiées, j'imagine qu'elles ont pu voir les portraits, ce que vous Bien sûr. aviez, tiré de cette relation. Quelle a été la réaction, de la plupart d'entre elles? Ben, une réaction. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes, elles ont découvert véritablement le travail lors de la projection qu'il y a eu pendant Mmh. le festival. Ça a été un moment, je dois dire, assez fort de communion parce que j'avais monté ce film photographique sous forme de tableau, c'est-à-dire que chaque personne avait son moment et c'était comme un passage de relais d'une personne à l'autre. Il y avait en plus la présence des musiciens sur scène, 5 musiciens qui créaient aussi un sentiment de communion assez fort. On était ensemble et donc les personnes ont découvert en fait ce que j'avais fait, Mmh. comment j'avais monté toutes ces images, puisqu'il y avait aussi de la vidéo.
Et il y a eu, donc ça a été, je crois, pour tout le monde, un moment assez fort, un moment assez émouvant, parce que ces personnes étaient toutes volontaires pour participer à ce projet et qu'effectivement, il y avait un besoin, je pense, de vouloir réaffirmer quelque chose de leur existence qui est passé malheureusement sous silence, c'est-à-dire qu'on a tendance à invisibiliser dans notre société ces personnes. On a une grande difficulté à les accueillir en fait avec la dignité qu'ils mériteraient. Mhm. Et, et donc il y a une blessure. Il y a la blessure de l'exil, le fait d'avoir quitté son pays, mais il y a aussi la blessure de l'accueil, la façon dont ils sont accueillis ou pas. Et je crois qu'il y avait un très fort besoin de réaffirmer leur existence, même pour eux, et d'être certains. Et finalement, l'image permet aussi quelque part cette preuve nécessaire de l'existence. Et je pense qu'ils avaient besoin de réaffirmer tout simplement qu'ils étaient vivants et qu'ils étaient des êtres humains de projet et qu'ils avaient besoin de la validation du regard de l'autre pour, voilà, pour confirmer en fait leur existence qui est vraiment presque niée par moment dans cette procédure d'exil, en tout cas très sujette à caution et c'est leur parole aussi pendant les entretiens à l'OFPRA, qui est l'organisme qui va statuer ou non sur leur demande, enfin qui va accepter ou non leur demande d'asile. Mhm. Leur parole aussi est sujette à caution et peut-être suspicieuse. Donc ils avaient un besoin tous de réaffirmer leur existence. Et donc je pense que c'est le fait qu'il y ait du public ce soir-là dans ce chapiteau de ce festival. Avec le vent, je me souviens, qui soufflait très fort à l'extérieur. On est en bord de mer, évidemment, au Havre, c'est en plein hiver. Mhm. Et voilà, il y a eu un moment vraiment je pense, de communion nécessaire pour eux. Ah oui, j'en suis certain. C'était euh, le début de mes questions, c'était est-ce qu'on pouvait, dans cette photographie, est-ce que c'est une photographie qui peut réparer, est-ce que elle peut faire soin? Là, je pense que vous venez de répondre vraiment à ces questions, puisque en effet, avec vos portraits, et puis ils retrouvent cette humanité. Ils ne sont plus évidemment seulement des migrants, mais et vous leur peut-être sans doute vous leur réapprenez à se regarder, puisque vous les Oui, regardez. Donc c'est un dialogue entre vous et la personne aussi photographiée. exactement, c'est ça. Et le regard est très important. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup avec eux. C'est qu'évidemment, d'abord, je les ai beaucoup écoutés. J'ai écouté leur histoire, en tout cas ce qu'ils voulaient bien en dire. Mhm. Moi, je n'ai pas trop posé de questions non plus. J'ai essayé d'écouter en fait ce qu'ils décidaient ou de me dire de leur histoire. Et, et oui, le regard, c'est ça que j'ai voulu faire avec ce travail. C'était les regarder sans voyeurisme, bien sûr, et avec pudeur, mais les regarder comme quand on est en face de quelqu'un et on prend la mesure en fait de ce que ça signifie le rapport à l'autre. Hein. C'est ça que j'ai essayé de photographier et de leur proposer aussi qu'ils puissent se sentir bien sûr regardés et en même temps libres d'offrir d'eux-mêmes ce qu'ils avaient envie d'offrir et puis tout aussi bien de garder ce qu'ils avaient envie de garder. Et d'ailleurs, à ce propos, souvent peut-être on peut entendre que la photographie aurait la capacité presque de voler quelque chose des gens. Mhm. Cette idée du rapt, Mhm. du vol, hein, parfois même du vol de l'âme, hein, qui est évidemment un mot qui est très vaste et qui pose question. Mais moi, au contraire, j'ai toujours trouvé que la photographie, peut-être qu'elle prend, mais qu'elle vient restituer quelque chose des gens. Et je pense que par moment, on a besoin d'être un petit peu volé ou pour être restitué au monde. Mhm. Et je ne pense pas qu'on puisse vivre hors du regard des autres. Et d'ailleurs, dans nos sociétés, nous sommes des êtres humains qui partageons beaucoup de choses, qui avons besoin de l'autre pour valider sa propre existence. Et je pense que Mhm. la photographie, de la même manière, enfin, agit de la même manière dans le rapport à l'autre. Et donc, je n'ai pas l'impression de voler quelque chose, mais en tout cas, ce rapt peut-être effectivement d'une partie de soi à ce moment-là, au moment de la prise de vue, pour être ensuite restitué dans la durée, euh, presque
oui, l'instant photographique est très court, mais par contre, la durée de la photographie était presque éternelle, immense. Mhm. Et ce rapt pour restituer quelque chose de l'autre à d'autres encore, à d'autres regards, moi, je le trouve au contraire essentiel dans le rapport à l'autre. Et en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de construire ma démarche et mon écriture photographique. Révélateur, révélatrice, exactement. On va parler de l'endroit où vous êtes peut-être actuellement. Oui, Vous êtes en résidence dans le Morbihan, c'est à ça. la Gacilly. Est-ce que vous pouvez peut-être évoquer ce projet en cours, si c'est possible? Alors voilà, comme vous le disiez, effectivement, j'inaugure ce programme de résidence qui est tout nouveau, organisé donc par le Festival de photographie de la Gacilly et Mhm, qui ont cette année proposé une thématique sur les ruralités. mhm, En tout cas, le pluriel est entre parenthèses, mais il est donc en question dans cette proposition. Et moi, je leur ai fait voilà, une proposition qui s'intitule Les horizons, cartographie des possibles. mhm. Euh, Ça faisait un moment en fait que j'avais envie de réexplorer en photographie cette idée, cette notion de la ligne d'horizon que Ouais. j'avais déjà un petit peu interrogée dans un travail précédent qui s'appelait Au loin nos paysages, qui fait partie du corpus photographique France Territoire Liquide, que Mhm, j'avais réalisé en Alsace, qui est ma région natale, où j'interrogeais ce rapport en fait très vertical, enfin à travers la verticalité de l'image, puisque j'avais opté pour ce format, mhm, notre relation intime et émotionnelle au paysage. Et donc j'avais envie de continuer à travailler sur cette ligne d'horizon et sur cette verticalité. Et donc j'ai profité de leur appel à candidature pour leur faire cette proposition. C'est vrai que ça s'appelle les horizons parce que donc je réinterroge à nouveau cette ligne d'horizon qui, qui m'intéresse parce qu'elle est à la fois très réelle, c'est-à-dire que quand on la voit, elle est visible dans le paysage, elle est visible mhm, dans l'image quand on fait une image du paysage. Et en même temps, c'est une ligne qui n'a aucune réalité géographique, qui n'est présente sur aucune carte. Et là, je fais référence aussi à, à ce que peut en dire Michel Collot, qui est un théoricien de l'image qui a pensé en fait cette relation paysage, notamment à travers un livre qui s'appelle La pensée paysage et que j'ai rencontré après avoir fait ce travail au loin nos mhm. paysages, qui a été, si vous voulez, comme une confirmation en fait des intuitions que j'avais eues lors de l'élaboration de ce travail, qui est venu, ce texte est venu valider en quelque sorte voilà, mes intuitions et mes questionnements sur le rapport à l'image et le paysage. Et donc j'avais envie de continuer à explorer cette dimension-là. Et les horizons, c'est aussi évidemment, bien sûr, une définition symbolique et métaphorique, c'est-à-dire le projet, l'avenir, et puis à travers le choix vertical que je fais, uniquement, je fais que des images en vertical, que ce Mhm. soit les portraits ou les paysages. Je réaffirme aussi comme ça cette posture humaine verticale qui nous définit. Et quand vous photographiez un paysage à la verticale, vous sentez le regard porté sur le paysage, beaucoup plus qu'à l'horizontale. Et donc c'est ça qui a motivé mon choix de la verticalité des images. Et voilà, je travaille en essayant de reconstituer un panorama fictif Mhm. de paysages associés qui seront scandés de portraits de personnes qui vivent dans ce territoire Mhm. et qui, j'essaye de recréer un horizon commun à travers une conjonction de regards en choisissant des personnes qui sont relativement inspirées en fait par leur relation au paysage, en tout cas pour qui l'inscription dans le territoire, dans le paysage, dans la nature est primordiale dans leur choix de vie. Et voilà, je connaissais personne au départ, et puis petit à petit, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer d'autres gens, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens. Et il y a cette espèce de passage de relais et de communauté, un petit peu de regard. Voilà, c'est tout ça que j'essaye de fabriquer durant ces 2 mois de résidence à la Gacilly. Parfait, parfait. On a hâte de voir. Donc, j'imagine que vous vous promenez du côté peut-être, oui,
Monteneuf ou Saint-Nicolas-du-Tertre ou les Oui, Fougerets, exactement, bah, hein, vous c'est ça? connaissez bien. Ouais, ouais, vous connaissez bien, je suis les Fougerets beaucoup et bien sûr la Mmh. Clélie, puis, Six-sur-Arve, la Chapelle-Gasseline, Glénac. Voilà, je suis restée dans un périmètre assez, circonscrit quand même, mais j'ai Ouais, surtout été là un peu où le vent me portait bien et c'est sûr. ça qui est assez intéressant dans le travail en résidence, c'est de faire émerger quelque chose dans un temps donné, et sur un territoire donné. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai essayé de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pendant ces 2 mois? Parfait, parfait, parfait. Dernière question, je trouvais que vous étiez une photographe qui arrive bien à mener d'un côté, un travail de recherche personnelle, Oui, et de commande aussi, oui, de commande corporate ou de commande, oui, presque. de presse et comment vous arrivez à, je me souviens j'avais vu votre travail par exemple, lors le rapport annuel d'Air France, avec Oui, des séries de portraits oui, et je m'étais déjà fait cette réflexion. Il y a cet équilibre. Évidemment, on retrouve votre regard, tout de suite dans le corporate et c'est formidable voilà, qu'il y ait des gens qui pensent, tout de suite à utiliser, ces compositions, cette manière de regarder le monde. Mais vous avez un vrai équilibre, je trouve, entre les 2. Comment on arrive à ça? bah, ça s'est fait assez naturellement, mais moi j'adore faire des photographies, donc en fait, quand on me propose déjà d'aller faire le portrait de quelqu'un, je suis toujours, ça m'anime, j'aime cette Mmh. rencontre avec l'autre, et donc je suis toujours contente d'aller faire des portraits pour la presse, d'aller faire du reportage. J'aime passer d'un univers à un autre. Je peux passer vraiment de choses. J'ai été faire des reportages sur l'Orient Express, puis je passe de l'exil à l'Orient Express. J'aime découvrir aussi toute cette richesse quand même de ce qui compose le monde, de toutes ces différences qui sont parfois même injustes. Mmh. C'est vrai, mais j'aime ce métier. Je me sens avant toute chose photographe et j'essaye en revanche, c'est vrai, de garder mon écriture même dans le cadre de la commande. Et puis la commande est très importante. Moi, je trouve elle l'aide beaucoup aussi pour le travail personnel parce que elle nous re-questionne en permanence. Il faut trouver un point de vue dans un temps très court. Pour le portrait, il faut trouver la juste distance. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire Mmh. dans un temps très court. Pour le reportage aussi, il faut trouver un point de vue, un axe dans un temps très court la plupart du temps. Et je trouve que ce sont voilà, des challenges et des exercices absolument passionnants. Et puis, comme vous parliez du rapport annuel Air France, c'est vrai que quelque part, moi, j'ai adoré faire ce travail parce que j'ai travaillé avec des gens qui m'ont complètement fait confiance et qui m'ont choisi pour mon écriture photographique Mh. et qui souhaitaient que cette écriture soit mise au service, voilà, de cette commande. Et j'ai eu presque carte blanche en fait pour faire ce que j'avais envie de faire avec ces personnes qui étaient photographiées, puisqu'il s'agissait de portraits de gens qui travaillent chez Air France et qui font toutes sortes de choses, parce qu'Air France est une grande entreprise avec toutes sortes de gens qui font toutes sortes de choses. Et donc, j'ai essayé pour chacun, voilà, de leur offrir un espace qui leur corresponde et qui puisse essayer, nous permettre de deviner un tout petit peu ce qui pouvait être et justement la richesse aussi de chacun au sein d'une entreprise. Et de ce qu'apporte chacun au sein d'une entreprise, ça veut dire ne pas du tout évacuer la part intime. Au contraire, hein, pour moi, il était question de la mettre presque au centre du dispositif, Mmh. puisque pour voilà, ne jamais oublier qu'en fait, il y a derrière chaque travailleur et chaque personne, il y a évidemment une individualité, une existence unique, une unicité qui est toujours belle à rencontrer. Et donc, voilà, je suis très contente de pouvoir me sentir libre, même dans la commande. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Aglaé, de m'avoir, reçu pour cet entretien C'est moi qui vous remercie. et puis C'est une invitation. à bientôt à l'UPP. À très bientôt. Merci Arnaud. Merci Aglaé.